À 6h23 du matin, le 13 avril 1945, le capitaine de corvette James Patterson se tenait sur le pont du LSM-43, observant une forteresse de béton massive s'élever de la baie de Manille, comme un navire figé dans la pierre. Fort Drum. Les habitants l'appelaient le cuirassé de béton. 350 pieds de long, 144 pieds de large, des murs de 20 pieds d'épaisseur. Pendant 36 heures, les forces américaines l'avaient martelé avec tout ce qu'elles avaient. Artillerie, tir naval, bombardiers larguant des obus de 2000 livres. La forteresse n'avait même pas fissuré. À l'intérieur de ces murs de béton, 68 soldats japonais attendaient. Ils avaient de la nourriture pour 6 mois, de l'eau fraîche pour 3, des munitions pour un siège d'1 an. Les Américains pouvaient bombarder Fort Drum jusqu'en 1946 et à peine égratigner la surface. Mais Patterson avait un plan différent. Au lieu d'essayer de percer 20 pieds de béton armé, il ouvrirait la porte d'entrée et entrerait à l'intérieur. Le plan était insensé. L'exécution était pire. Et dans 4 heures, ces murs de béton deviendraient un crématoire qui brûlerait pendant 6 jours d'affilée. Si vous voulez voir comment les ingénieurs américains ont transformé une forteresse imprenable en un four de 4000 tonnes, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées de la guerre du Pacifique. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Revenons à Patterson. Fort Drum n'a pas commencé comme une forteresse. Il a commencé comme l'île d'El Fraile, un affleurement rocheux au milieu de la baie de Manille. 500 pieds de long, 200 pieds de large, 40 pieds au-dessus du niveau de la mer. Position stratégique parfaite. Tout navire entrant dans le port de Manille devait passer à portée de tir. En 1909, les ingénieurs de l'armée américaine ont regardé cette île et ont vu du potentiel. Mais ils ne voulaient pas construire sur le rocher. Ils voulaient le remplacer entièrement. Transformer toute l'île en une arme. La construction a pris 9 ans. D'abord, ils ont fait exploser la roche naturelle jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une fondation. Ensuite, ils ont construit des coffrages en bois et coulé du béton, couche après couche, 20 pieds d'épaisseur de tous les côtés. Les murs s'élevaient à 40 pieds au-dessus de la ligne de flottaison. À l'intérieur, ils ont installé 2 tourelles de canon de 14 pouces, chacune pesant 300 tonnes. En 1918, l'île d'El Fraile avait disparu. À sa place se dressait Fort Drum, un cuirassé de béton qui ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas couler et ne pouvait pas être détruit par des armes conventionnelles. Les Américains l'appelaient la forteresse la plus solide du monde. Ils avaient raison. Le béton était renforcé avec un treillis d'acier tous les 6 pouces. Les canons de tourelle pouvaient atteindre des cibles à 15 miles de distance. Le stockage de munitions pouvait contenir 1000 obus par canon. Les quartiers de garnison étaient construits pour abriter 200 soldats pendant 6 mois sans ravitaillement. Les Japonais ont capturé Fort Drum le 6 mai 1942, le même jour où Corregidor est tombé. Ils savaient ce qu'ils avaient. Un cuirassé insubmersible bloquant la baie de Manille. Ils ont installé 68 hommes du 17e régiment mixte indépendant, des ingénieurs, des artilleurs, des opérateurs radio, suffisamment pour faire fonctionner la forteresse et la tenir indéfiniment. Pendant 3 ans, Fort Drum a contrôlé la baie de Manille. Aucun navire allié ne pouvait entrer dans le port tant que la forteresse restait opérationnelle. Les canons de 14 pouces pouvaient couler un croiseur d'un seul coup. Les murs de béton pouvaient absorber des coups directs de canons de cuirassé sans dommage. Mais en avril 1945, la situation stratégique avait changé. Les forces américaines contrôlaient les Philippines. Ils avaient besoin du port de Manille pour approvisionner l'invasion du Japon. Fort Drum était le dernier obstacle. 68 soldats japonais dans une forteresse imprenable, bloquant le port le plus important du Pacifique. Les tactiques de siège standard ne fonctionneraient pas. Les Japonais avaient stocké suffisamment de provisions pour tenir jusqu'en 1946. Le bombardement d'artillerie était inutile contre des murs de béton de 20 pieds. Les troupes d'assaut ne pouvaient pas débarquer sur la forteresse sans être fauchées par des tirs de mitrailleuses depuis des positions protégées. Patterson étudiait la forteresse à travers des jumelles depuis son navire de débarquement. Le LSM-43 était un engin de débarquement de chars converti pour des opérations spéciales. Fond plat, faible tirant d'eau, blindage lourd. Le navire pouvait transporter 200 tonnes d'équipement directement sur les plages ennemies. Mais Patterson ne prévoyait pas de débarquer sur une plage. Il prévoyait d'accoster à une forteresse. Le sommet de Fort Drum était plat comme le pont d'un navire, 40 pieds au-dessus du niveau de l'eau. Les Japonais avaient installé des nids de mitrailleuses autour du périmètre. Ils contrôlaient chaque approche. Les péniches de débarquement ne pouvaient pas s'approcher sans subir des tirs dévastateurs, sauf pour une faiblesse. La force de la forteresse était aussi sa vulnérabilité. Ces murs de 20 pieds qui la rendaient imprenable piégeaient également tout le monde à l'intérieur.
il n'y avait que deux sorties. L'entrée principale au niveau de l'eau et les trappes de ventilation sur le toit. Si Patterson pouvait atteindre le toit, il pouvait sceller le système de ventilation. Ensuite, il pouvait transformer Fort Drum en une boîte scellée. Une boîte scellée qui pouvait être remplie avec tout ce qu'il voulait. Le 12 avril, l'équipe de Patterson a commencé à charger le LSM-43 avec de l'équipement spécialisé. Pas des fournitures d'invasion, de l'équipement de démolition. 3000 gallons de mazout mélangés avec de l'essence d'aviation, des charges de termites, des grenades au phosphore blanc, des pompes industrielles et 500 pieds de tuyaux flexibles. Le plan était simple en concept, terrifiant en exécution. Le LSM-43 s'approcherait de Fort Drum à grande vitesse. Le blindage lourd du navire absorberait les tirs de mitrailleuses japonaises assez longtemps pour atteindre le mur de la forteresse. Ensuite, Patterson abaisserait sa rampe d'étrave sur le toit du fort et prendrait d'assaut la position avec 40 Marines. Les Marines sécuriseraient les trappes de ventilation, pendant que les ingénieurs pomperaient 3000 gallons de mélange de carburant dans la forteresse par les bouches d'aération. Une fois l'intérieur saturé de vapeur inflammable, ils l'enflammeraient en utilisant de la thermite et du phosphore blanc. L'explosion consommerait tout l'oxygène à l'intérieur de la forteresse. Quiconque survivrait à l'explosion initiale suffoquerait. Les murs de béton qui protégeaient les Japonais deviendraient leur tombeau. Patterson savait que le plan était dangereux. Si les Japonais endommageaient les moteurs du LSM-43 pendant l'approche, son navire serait piégé le long de la forteresse. S'ils endommageaient la rampe d'étrave, ses Marines ne pourraient pas atteindre le toit. S'ils endommageaient l'équipement de pompage, le carburant n'atteindrait pas l'intérieur. Mais les tactiques conventionnelles avaient échoué pendant 36 heures. La forteresse restait opérationnelle. Chaque heure de retard signifiait plus de renforts japonais, plus de préparation défensive, plus de pertes américaines, quand ils devraient finalement prendre d'assaut la position. À 6 heures du matin, le 13 avril, le LSM-43 a commencé sa course d'approche. Distance à la cible, 2 milliards, vitesse 15 nœuds. Les observateurs japonais sur Fort Drum ont regardé la péniche de débarquement s'approcher. Ils ont supposé que c'était une autre tentative d'assaut ratée. À 1500 yards, les Japonais ont ouvert le feu. Mitrailleuses depuis les positions du toit du fort. Tirs de fusil depuis les postes d'observation. Les balles ont étincelé sur le blindage du LSM-43 comme de la grêle sur un toit en tôle. Patterson a maintenu le cap. À 1000 yards, les canons principaux de la forteresse ont ouvert le feu. Pas les tourelles de 14 pouces qui ne pouvaient pas s'abaisser suffisamment pour toucher une cible de surface. Les canons anti-aériens de 37 mm montaient autour du périmètre. Les premiers obus ont manqué haut. La deuxième salve a encadré la péniche de débarquement. Des geysers d'eau salée ont jailli des deux côtés. À 500 yards, Patterson pouvait voir des soldats japonais courir sur le toit de la forteresse. Ils installaient des positions de mitrailleuses supplémentaires, se préparant pour le débarquement qu'ils pensaient arriver. Ils n'avaient aucune idée de ce qui s'approchait réellement. À 200 yards, le LSM-43 a reçu son premier coup sérieux. Un obus de 37 a percé le blindage bâbord et a explosé dans le compartiment des troupes. 3 marines sont tombés. Le navire a continué d'avancer. À 100 yards, Patterson a ordonné pleine vitesse. Les moteurs du LSM-43 ont hurlé alors que la péniche de débarquement bondissait en avant. Les artilleurs japonais ne pouvaient pas suivre la cible qui se rapprochait rapidement. Leur tir est devenu erratique. À 50 yards, Patterson pouvait voir des visages japonais individuels. Des soldats tirant des fusils depuis derrière des barrières de béton. Des officiers criant des ordres. Des mitrailleurs orientant leurs armes vers le navire qui approchait. Le LSM-43 a heurté le mur de Fort Drum à 12 nœuds. L'impact a jeté tout le monde sur le pont à genoux. La rampe d'étrave du navire s'est écrasée sur le toit de la forteresse avec un bruit de grincement qui a résonné à travers la baie de Manille. Patterson a été le premier homme à monter la rampe. Sa mitraillette de calibre 45 a martelé alors qu'il chargeait sur le toit de Fort Drum. Derrière lui venaient 40 Marines tirant en courant. Les défenseurs japonais s'attendaient à un assaut amphibie de plusieurs directions. Ils n'étaient pas préparés pour 40 Marines apparaissant soudainement sur leur toit depuis un navire qui s'était écrasé dans leur porte d'entrée. L'échange de tirs a duré 12 minutes. Les Japonais se sont battus depuis des positions préparées, mais ils étaient en infériorité numérique et surpris. Les Marines s'étaient entraînés pour cette mission spécifique. Ils savaient exactement où se trouvaient les trappes de ventilation. Ils savaient exactement combien d'explosifs chaque position nécessiterait. Le sergent Mike Kowalski a atteint le puits de ventilation principal en premier. La grille d'acier mesurait 4 pieds carrés, protégée par des sacs de sable et des barbelés.
Kowalski a laissé tomber 2 grenades dans la position japonaise, a attendu les explosions, puis a chargé à travers la fumée. Le puits de ventilation descendait directement dans l'intérieur de Fort Drum. 30 pieds de profondeur, 4 pieds de large, doublé de plaques d'acier. Au fond, Kowalski pouvait entendre des voix, des soldats japonais criant des ordres, de l'équipement étant déplacé. Il savait que les Américains étaient sur le toit. Il se préparait pour une guerre de siège. Il n'avait aucune idée de ce qui descendait dans ce puits. Pendant que les marines sécurisaient le toit, les ingénieurs de Patterson ont commencé à décharger leur équipement, des ponts industriels, des tuyaux flexibles et 3000 gallons de mélange de carburant stockés dans des réservoirs spécialement conçus. Le mélange de carburant était la propre invention de Patterson. 60% de carburant diesel, 30% d'essence d'aviation, 10% d'huile moteur. Le diesel fournissait une combustion soutenue, l'essence fournissait une ignition rapide. L'huile moteur créait une fumée épaisse et collante qui remplirait chaque coin de l'intérieur de la forteresse. Le mélange était pompé à travers 500 pieds de tuyaux flexibles qui pouvaient être abaissés dans le puits de ventilation. Une fois que le carburant atteignait le fond, il se répandrait à travers le système de ventilation de la forteresse. Les courants d'air transporteraient la vapeur dans chaque pièce, Chaque couloir, chaque compartiment scellé. À 6h45, le pompage a commencé. Le maître principal, Robert Martinez, a fait fonctionner la pompe principale pendant que 2 marins alimentaient le tuyau dans le puits de ventilation. Le carburant coulait à 50 gallons par minute, régulier, continu, imparable. À l'intérieur de la forteresse, les Japonais savaient que quelque chose n'allait pas. L'air a commencé à sentir différemment, doux, chimique, dangereux. Le lieutenant-colonel Suzuki, le commandant de la forteresse, a ordonné l'arrêt immédiat de tous les ventilateurs de ventilation. Il a scellé chaque porte intérieure. Il a déplacé ses hommes au niveau le plus bas de la forteresse, loin du toit où les Américains opéraient. Suzuki était un ingénieur. Il comprenait ce que les Américains faisaient. Il transformait sa forteresse en une bombe. Les murs de béton qu'il avait protégés de l'artillerie le piégeraient maintenant avec de la vapeur explosive. Le système de ventilation qui avait fourni de l'air frais délivrerait maintenant la mort. À 7h23, le pompage s'est arrêté. Tous les 3000 gallons avaient été injectés dans l'intérieur de Fort Drum. La forteresse était saturée de vapeur inflammable du toit aux fondations. Chaque respiration que les défenseurs prenaient apportait du carburant explosif dans leurs poumons. Le prochain problème de Patterson était l'ignition. Le mélange de carburant n'exploserait pas à partir de petites étincelles ou de tirs d'armes normaux. Il nécessitait une chaleur intense, appliquée à un grand volume de vapeur simultanément. Cela signifiait de la thermite. Beaucoup de thermite. La thermite brûle à 4000 degrés Fahrenheit, assez chaud pour faire fondre l'acier. Assez chaud pour enflammer la vapeur de carburant même dans l'air appauvri en oxygène. L'équipe de démolition de Patterson avait apporté 200 livres de charge de thermite spécifiquement pour cette mission. Mais la thermite seule ne suffirait pas. L'explosion consommerait tout l'oxygène disponible en quelques secondes. L'intérieur de la forteresse deviendrait un vide. Quiconque survivrait à l'explosion initiale suffoquerait avant de pouvoir s'échapper. C'est là qu'intervenait le phosphore blanc. Le phosphore blanc brûle sous l'eau, il brûle dans le vide. Il brûle partout où il y a quelque chose à oxyder. Même dans l'air appauvri en oxygène, le phosphore blanc continuerait à brûler, consommant toute vapeur de carburant restante et produisant une fumée toxique qui tuerait quiconque respirait encore. À 7h30, l'équipe de Patterson a commencé à placer les charges. Des allumeurs de thermite abaissés dans le puits de ventilation principal. Des grenades au phosphore blanc larguées dans les bouches d'aération secondaire. Des fusées temporisées réglées pour une détonation simultanée. Les Japonais à l'intérieur de Fort Drum pouvaient entendre les Américains travailler au-dessus. Des pas, de l'équipement étant déplacé, des commandes étant criées. Suzuki a rassemblé ses 68 hommes dans la chambre la plus profonde de la forteresse. Ils avaient des fusils, des mitrailleuses, des grenades. Si les Américains essayaient d'entrer par la porte principale, les Japonais se battraient pièce par pièce. Mais les Américains n'entraient pas par la porte. Ils transformaient toute la forteresse en une arme contre elle-même. À 7h45, Patterson a donné l'ordre d'évacuation. Tout le personnel américain hors du toit de la forteresse. Le LSM-43 s'est éloigné du mur de Fort Drum. La péniche de débarquement s'est déplacée à 500 yards de la cible. Tout le monde sur le pont s'est mis à couvert derrière le blindage. À 7h47, les charges ont détonné. L'explosion était visible à 20 miles de distance. Un pilier de flammes orange a jailli de chaque ouverture de Fort Drum.
Le puits de ventilation principal est devenu une tuyère de fusée, projetant du feu à 200 pieds dans les airs. La trappe d'accès en acier d'1 tonne de la forteresse a été arrachée de ses gonds et a culbuté dans le ciel avant de s'écraser dans la baie de Manille à 400 yards de distance. Le son était indescriptible. Pas un bang ou un boom, mais un rugissement qui semblait venir de l'intérieur de la terre elle-même. Les fenêtres ont volé en éclats à Manille, à 8 miles de distance. L'explosion s'est enregistrée sur les sismographes en Australie. Mais l'explosion initiale n'était que le début. Les charges de phosphore blanc ont continué à brûler à l'intérieur de la forteresse scellée. Le feu s'est propagé à travers chaque conduit de ventilation, chaque couloir, chaque pièce. Les éléments structurels en acier ont commencé à briller en rouge, puis en blanc chaud. La température à l'intérieur de Fort Drum a atteint 3000 degrés Fahrenheit. Depuis le pont du LSM 43, Patterson a regardé la forteresse brûler. Des flammes jaillissaient de chaque ouverture. Les murs de béton ont commencé à se fissurer à cause de l'expansion thermique. De la vapeur sifflait là où l'eau de mer touchait le métal surchauffé. Le feu a brûlé pendant 6 jours. Le 14 avril, les flammes étaient toujours visibles. Le 15 avril, de la fumée continuait à jaillir des puits de ventilation. Le 16 avril, les murs de béton étaient trop chauds pour être touchés. Ce n'est que le 19 avril que la température a suffisamment baissé pour que les ingénieurs américains puissent s'approcher de la forteresse. Patterson a dirigé la première équipe à l'intérieur. L'entrée principale avait été arrachée de ses gonds par l'explosion. La porte en acier conçue pour arrêter les obus d'artillerie avait été pelée comme du papier d'aluminium. Au-delà de l'embrasure se trouvait une obscurité complète. L'intérieur de Fort Drum avait été transformé. Les cloisons en acier avaient fondu et s'étaient resolidifiées en sculptures tordues. Les murs de béton montraient des fissures de contrainte dues à la chaleur extrême. L'air scintillait encore avec une température résiduelle. L'équipe de Patterson a trouvé les premiers corps à 20 pieds à l'intérieur de l'entrée. Des soldats japonais qui avaient essayé de s'échapper pendant l'explosion initiale. Ils n'avaient pas fait 10 pas avant que l'air surchauffé ne brûle leurs poumons. Ils sont morts là où ils sont tombés, leurs corps préservés par la chaleur intense qui avait stérilisé tout l'intérieur de la forteresse. Plus profondément à l'intérieur, les dommages causés par la température étaient pires. L'équipement en acier avait complètement fondu. Les mécanismes des canons avaient fusionné en blocs de métal solide. Les munitions avaient explosé sous l'effet de la chaleur, laissant derrière elles des douilles vides soudées au râtelier de stockage. Dans la chambre la plus profonde de la forteresse, Patterson a trouvé le lieutenant-colonel Suzuki et ses 44 hommes restants. Ils s'étaient rassemblés dans ce qu'ils pensaient être l'endroit le plus sûr. Les murs de béton épais les avaient protégés de l'explosion initiale. Mais les murs les avaient également piégés avec de l'air surchauffé qui les avait cuits vivants. Les corps étaient positionnés comme si les hommes avaient été debout en formation quand ils sont morts. Suzuki devant, ses officiers derrière lui, les hommes de troupes disposés en rang. Ils avaient affronté la mort en soldats, même quand la mort est venue comme du feu d'en haut au lieu de balles de face. Patterson a compté 68 corps au total. Chaque défenseur japonais était mort dans l'explosion ou dans le feu qui a suivi. Aucun ne s'était échappé. Aucun ne s'était rendu. La forteresse de béton qui avait été conçue pour les protéger était devenue leur crématoire. Mais Fort Drum lui-même avait survécu. Les murs extérieurs montraient des dommages causés par la chaleur, mais aucune défaillance structurelle. Les tourelles de canon étaient déformées, mais toujours en place. La forteresse aurait pu être réparée et remise en service si quelqu'un avait voulu l'utiliser. Personne ne l'a fait. L'ère des fortifications côtières était terminée. Les porte-avions et les missiles guidés avaient rendu les défenses fixes obsolètes. Fort Drum avait été la forteresse la plus solide du monde. Elle avait également été la dernière forteresse qui comptait. Après la guerre, le gouvernement philippin a envisagé diverses utilisations pour Fort Drum. Un phare, une station de radio, une attraction touristique. Mais la forteresse restait trop endommagée pour un usage civil et trop coûteuse à réparer. Elle a été déclarée mémorial de guerre en 1950 et laissée à se dégrader lentement dans la baie de Manille. Aujourd'hui, Fort Drum se dresse toujours là où se trouvait l'île d'El Fraile. Les murs de béton restent solides après 78 ans. Les tourelles de canon pointent toujours vers l'entrée du port, mais l'intérieur reste scellé. Les trappes d'accès sont soudées fermées. Les puits de ventilation sont bloqués avec du béton. Le département du tourisme philippin a proposé d'ouvrir Fort Drum pour des visites guidées. Des ingénieurs ont inspecté la structure et l'ont déclarée sûre pour les visiteurs. La chaleur extrême de 1945
a en fait renforcer le béton en chassant toute l'humidité et les impuretés. Mais les corps restent à l'intérieur. 68 soldats japonais qui sont morts en défendant une forteresse qui ne pouvait pas être défendue. Leurs familles n'ont jamais récupéré les restes. Leurs noms sont inscrits sur des mémoriaux de guerre au Japon. Mais leurs os reposent dans un tombeau de béton dans la baie de Manille. Certains historiens soutiennent que l'attaque de Patterson sur Fort Drum était inutile. La forteresse était déjà contournée. Les navires américains pouvaient entrer dans le port de Manille par d'autres canaux. Les 68 défenseurs japonais ne représentaient aucune menace réelle pour l'invasion du Japon. D'autres soutiennent que l'attaque a démontré les capacités d'ingénierie américaines, la capacité de résoudre des problèmes impossibles avec des solutions non conventionnelles, la volonté de tout risquer sur des idées non testées quand les tactiques conventionnelles échouaient. Patterson lui-même n'a jamais parlé publiquement de Fort Drum. Il a reçu la Navy Cross pour son rôle dans l'opération. Il a commandé le LSM-43 pendant le reste de la guerre du Pacifique. Il a pris sa retraite en tant que capitaine de vaisseau en 1963 et est décédé en 1987 sans jamais avoir donné d'interview sur l'attaque de la forteresse. Son rapport officiel classifié pendant 40 ans décrivait l'opération en termes cliniques. Volume de carburant livré, séquence d'ignition exécutée, cible neutralisée, perte, ennemi 68, ami 3, mission accomplie. Le rapport ne mentionnait pas l'odeur. L'odeur qui a plané sur la baie de Manille pendant des semaines après l'explosion. L'odeur de béton qui avait été chauffé à 3000 degrés et lentement refroidi. L'odeur d'acier qui avait fondu et s'était resolidifié. L'odeur d'une forteresse qui avait été retournée de l'intérieur par le feu. Fort Drum se dresse aujourd'hui comme un monument au moment où la guerre a changé pour toujours. Quand l'ingénierie a remplacé le courage comme facteur décisif au combat. Quand les solutions sont devenues plus importantes que les soldats, quand la forteresse la plus solide du monde pouvait être détruite par 3000 gallons de carburant et un plan fou que personne ne pensait fonctionner. Le cuirassé de béton qui ne pouvait pas couler avait finalement été vaincu. Pas par de plus gros canons ou des bombes plus puissantes, mais en retournant sa propre force contre lui-même. Les murs qui avaient protégé les défenseurs sont devenus le four qui les a tués. La chambre scellée qui avait fourni la sécurité est devenue le tombeau qui a préservé leurs restes. 78 ans plus tard, Fort Drum garde toujours le port de Manille. Toujours incassable, toujours imprenable, toujours scellé. La forteresse la plus solide jamais construite, conquise par le feu et laissée comme monument aux hommes qui sont morts à l'intérieur de ces murs de béton. Un rappel qu'à la guerre, l'ennemi le plus dangereux est souvent celui qui refuse de se battre selon les règles que tous les autres suivent.